Retour donc sur le plateau direct télévisé de cette fête de l'humanité autrement, avec un moment exceptionnel, une rencontre autour de l'œuvre et de la mémoire de Lucien Sèvres. Je passe immédiatement la parole à ma consoeur Eugénie Barbezac, qui est journaliste à l'Humanité. Bonjour Eugénie. Bonjour Lionel, merci. Donc effectivement, on va parler avec des invités de marque de l'œuvre de ce grand philosophe récemment disparu, Lucien Sèvres, donc pour évoquer sa mémoire, son œuvre et aussi sa pratique de philosophe qui était assez atypique, on va le voir. Trois invités, puisque deux sont sur le plateau et un sera, par la magie de la technique, en direct avec nous depuis Marseille. Charles Sylvestre, bonjour. Vous êtes vice-président des Amis de l'Humanité. Vous avez bien connu Lucien Sèvres et beaucoup travaillé son œuvre quand vous étiez journaliste. Robert Guédiguian, bonjour. Bonjour. Vous êtes Marseillais. Ce Oui, n'est un secret c'est pour vrai. personne. Non. Et Lucien Sèvres a enseigné à Marseille. Donc vous avez eu l'occasion de le croiser beaucoup et de le rencontrer aussi et de voir comment il enseignait la philosophie. C'est surtout ça dont vous allez nous parler. On parlera aussi de comment vous avez appréhendé son œuvre. Et Roland Gori, je ne sais pas s'il est avec nous déjà. Oui, Roland est avec nous. Roland Gori, bonjour. Donc en direct de Marseille, vous êtes psychanalyste et vous avez lu Lucien Sèvres et vous nous parlerez justement des résonances avec l'œuvre que vous publiez actuellement, qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» et vous y avez trouvé beaucoup de correspondances avec le travail de Lucien Sèvres. Mais peut-être que je passe tout de suite la parole à vous, Charles Sylvestre, pour peut-être nous présenter Lucien Sèvres beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Alors, Je vous entends les Amis de mal, l'Humanité, on a Eugénie. une tradition depuis 25 ans qu'on existe d'essayer de croiser tout le temps artistes, intellectuels et ce qu'on appelait longtemps le mouvement ouvrier. Moi, je l'appelle encore comme ça, mais il paraît que tout ça, c'est anachronique. Enfin, c'était ça un petit peu notre visée, comme dirait Lucien Sèvres. Voilà. Et donc là, depuis le dernier livre de Lucien Sèvres, qui s'appelle donc Penser avec Marx, tome 4, le communisme, point d'interrogation est très important. Hein. Bon. Et la disparition de Lucien Sèvres, donc récente, hein, le 23 mars 2020, c'est très récent. Bon, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose avec Lucien Sèvres, si je puis dire. Donc ce qu'il a été, ce qu'il demeure encore aujourd'hui. Et j'ai pensé tout de suite à Robert pour une raison extrêmement simple, hein, simpliste, c'est que j'avais en mémoire ce que me disait Robert Guédiguian à une époque, qui me disait, tu Charles, Lucien Sèvres à Marseille, ça a été quelque chose. Ah bon, il me dit oui, parce qu'il était prof de philo, je crois, au lycée Saint-Charles. C'est exact. Et Lucien Sèvres, il allait chez les dockers du port, chez les cheminots, dans plusieurs dépôts, sans doute à l'invitation peut-être des cellules communistes ou Oui, des bien sûr, syndicats, bien sûr. etc. C'était organisé par le Parti Et il leur communiste. faisait un dépôt sur Karl Marx et la suite. Voilà. Mais ça, on va peut-être laisser justement Robert Guédiguian le raconter. Alors racontez-nous, Lucien Sèvres, comment vous Oui, l'avez... parce que, si vous voulez, je n'ai jamais eu moi-même comme prof de philo. Il était au lycée Saint-Charles, moi j'étais au lycée Victor Hugo, donc c'était à 500 mètres, mais ça suffisait à ce que ce ne soit pas mon professeur en fait, de philosophie. Mais j'ai assisté souvent aux conférences qu'il donnait, conférences sur la dialectique, sur le matérialisme historique, etc. Et qu'il donnait dans ce qu'on pourrait appeler une espèce d'université ouvrière, comme une grande, mais qui à chaque fois faisait ça le comble, d'une part, et même ça a augmenté de plus en plus. C'est-à-dire commencé par faire ça devant un public d'une centaine de personnes, donc d'ouvriers. Et après, c'est 150. Après, ils avaient changé de salle, et je crois que c'est allé jusqu'à 400 personnes quoi, qui venaient régulièrement l'écouter, faire des communications, en fait, sur la philosophie marxiste. Voilà. J'ai évidemment admiré ça tout de suite. Je vous avoue qu'au fond, moi, jeune lycéen, je m'étais projeté, en fait, dans lui. Je lui ai dit, d'ailleurs, longtemps après, j'aurais aimé être lui, en fait. Voilà. Je lui disais, écoute, moi, j'ai une telle admiration pour un intellectuel organique, comme aurait dit Gramsci, un intellectuel lié au parti, qui est en même temps dans un parti, qui est en même temps fondu dans les actions et dans les mouvements populaires, que c'était un peu l'idéal, c'est ce à quoi je me destinais. Voilà. Puis le cinéma est passé par là, donc je n'ai continué à lire que des interviews de philosophes, comme je disais à Roland Gori ce matin que j'ai eu au téléphone. J'ai plus beaucoup le temps de lire des livres en entier, donc je me tiens informé en lisant des interviews des philosophes eux-mêmes quand même. C'est eux qui parlent de leurs livres, donc ça me donne quand même une idée de ce qu'ils écrivent, c'est eux qui le résument. Hein, voilà. Ça ne vous empêche pas de mettre de la philosophie dans vos films, parce que tous vos films ont une portée philosophique. Il y a même une influence directe. C'est très étrange parce que longtemps après, j'avais fait un grand entretien avec Lucien Sèvres dans Politis, en fait, dans cet hebdomadaire. Et là,
il m'avait dit, c'est drôle, il me dit, la première fois que j'ai vu Marius et Jeannette, quand j'ai vu arriver ce ballon, qui représentait la Terre entière, un ballon gonflé comme ça, qu'on retrouve dans les écoles ou dans les chambres d'enfants, et que je l'ai vu tourner comme ça, et arriver, qui est à l'envers, qui flotte comme ça, les quais, qui arrive et qui se remet en place en arrivant à l'Estaque, dans un quartier, dans le lieu où va se passer l'action. J'ai pensé que c'était une belle illustration de la dialectique entre le particulier et le général, et l'universel qui ne se cristallise que dans du particulier. Donc tout un rapport déjà, un discours philosophique sur les concepts qui n'existent pas quand ils ne sont pas encastrés, enchâssés dans du réel. Voilà. Bon. Le rapport entre l'abstrait et le concret. Voilà. Et il me dit, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, en voyant ce plan-là, c'est le plan générique du film. Hein. Je lui dis, alors c'est très étonnant parce que si j'ai fait ce plan-là, l'idée de ce plan vient les fois où je t'ai entendu, les nombreuses fois où je t'ai entendu parler de ça. L'idée vient directement de la manière dont il m'avait parlé de ce rapport entre le particulier et le général. Il y a aussi tout ce grand respect pour l'intelligence des ouvriers aussi, pour leur sensibilité que vous mettez dans vos films et qui était inhérent à sa pratique, à Lucien Sèvres. Oui, ça c'était inhérent à sa pratique et c'était aussi, moi je suis fils d'ouvrier, donc j'ai toujours été, j'ai eu le plus grand respect pour les ouvriers évidemment et pour mon père et ma mère, j'allais dire, mais aussi pour mes voisins, etc. etc. Donc je serai toujours de ce côté-là. Ça c'est viscéral, c'est consanguin, on pourrait dire, bon, comme un héritage. Et j'ai lu le dernier livre, par contre, de Sèvres. Enfin, j'ai lu presque en entier. Je trouve encore une fois de plus. D'abord, je considère qu'il faut tous lire et relire Lucien Sèvres. Ce livre-là en particulier, mais évidemment, Marxisme et théorie de la personnalité, qui est le grand livre qu'il avait fait connaître. Je crois qu'il est trop méconnu parce que je pense que d'autres philosophes peut-être le diraient mieux que moi, mais je crois vraiment que c'est la personne, en France en tout cas, qui connaît, mais peut-être dans le monde en fait, qui connaît le mieux Marx. Donc c'est l'exégète le plus accompli, en fait, je crois, de l'œuvre de Marx. Et là, effectivement, il fait une tentative immense, quoi, en ayant lu tout, ce qui est paru beaucoup plus tard. Il prend des textes qui ont été traduits il y a quelques années à peine, des lettres en particulier, de la correspondance. Et là, vraiment, il revient, il désenclave, en fait, j'allais dire, Marx du XXe siècle, grosso modo. En tout cas de 23 à nos jours. Puisque, bon, il parle, mais on ne va pas entrer dans le détail, ça va être trop long, il parle aussi beaucoup, évidemment, du rapport de l'hypothèse communiste ou j'allais dire, du moment communiste en Union soviétique et qui s'arrête avec la mort de Lénine. Et après, effectivement, je crois que c'est la plus belle démonstration du fait que jamais rien en Union soviétique n'a été communiste. Mais la démonstration, elle est hallucinante. Évidemment, il s'excuse d'ailleurs toutes les 3 pages, pardon, de ne pas être un historien, mais c'est en grande partie un livre d'histoire, au moins autant qu'un livre d'anthropologie. Et ça, je crois que c'est tout à fait remarquable parce qu'il essaie de revenir, j'allais dire, par rapport au monde dans lequel nous vivons, revenir peut-être aux idées fondamentales qui sont nées au XIXe siècle et effectivement zapper, pour utiliser un terme de télévision, le XXe. Zapper, ça ne veut pas dire ne pas l'étudier, hein. Mais essayer de revenir à ses premières valeurs comme ça, c'est vrai de Marx, c'est vrai de Jaurès, c'est vrai de personnages de ce niveau-là, c'est peut-être la tâche la plus salutaire intellectuellement aujourd'hui pour penser, en fait, ce qu'il pourrait nous arriver de mieux, ce qu'il pourrait arriver par rapport à un monde qui est mort, là je fais un peu rigorie, qui est déjà effondré. Parce que ce qui est effondré, c'est ce qui est effondré, il le dit mieux que moi, hein, c'est le néolibéralisme. Voilà, mais ce sera la suite de notre débat. Peut-être je repasse la parole. Oui, parce que c'est un peu court. Hein, Je rebondis un peu sur Robert, sur le livre, là, ce grand livre. Avant de faire signe à Robert Guédiguian et donc Roland Gori, j'ai lu le livre. Je ne l'ai pas lu par devoir. Je l'ai lu de façon absolument passionnée. Parce que je n'ai jamais lu un livre qui fasse le tour de la question en termes d'histoire et de géographie. Il fait le tour du monde en même temps. Il passe par la Chine, Cuba, tout ça. Il ne laisse rien de côté. Bon. Et à la fin, je me suis dit, c'est incroyable. C'est une manière de revisiter l'histoire du communisme sans complaisance, bon, en étant toujours exigeant, parce qu'il fait de cadeau à personne. Bon. Et je me suis dit, à partir de là, c'est un livre d'une très grande pédagogie. Alors, par exemple, s'il y avait 3 choses que vous avez apprises dans ce livre.
Ah ben, d'abord, ce que dit Robert, c'est-à-dire le communisme n'a existé nulle part. Nulle part. Ben, Robert, il dit il n'a jamais existé à l'Union soviétique. Je crois que ça commence à se savoir. Mais même ailleurs, bon, parce qu'en réalité, par exemple, il parle de la Chine. Ben, chez la Chine, le communisme chinois, c'est quand même un peu, bon, il faudrait vraiment beaucoup travailler pour arriver à trouver du communisme dans le régime économique et politique chinois. Parce que ce n'est pas que de l'économie, ce ne sont pas que des nationalisations, le communisme. Donc. Et donc, bon, voilà, alors, tout ça pour dire que je me suis dit, là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un qui a fait une œuvre, disons, compacte, sur le communisme dans l'histoire et dans la géographie de la planète, voilà. Et à partir de là, mais j'exagère, hein, je pense qu'il y a des gens qui devraient s'organiser pour dire, on va retravailler sur le communisme à partir du livre de Lucien Sèvres. Pas qu'à partir du livre de Sèvres, mais à partir de ce livre, parce qu'il a tout repris à la base. Bon. Et ça, c'est pourquoi je pense qu'on va en parler aussi avec Roland Gori, parce Roland que lui, Gori il connaissait encore moins Sèvres que Robert, hein, Roland. Alors, Roland Gori, vous, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, déjà la rencontre physique ou aussi littéraire avec Lucien Sèvres, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans sa pensée? Alors, je n'ai pas eu de rencontre avec Lucien Sèvres. Ça aurait pu se faire puisque j'étais élève au lycée Saint-Charles, mais je ne l'ai pas eu comme prof. Circulait simplement la rumeur qu'il y avait un prof de philo qui était rouge, et les grands, si j'ose dire, nous en parlaient comme étant un prof très brillant, mais, si j'ose dire, très marqué, avec une cravate rouge. Je ne sais pas si cela correspond à la réalité. Moi, j'ai lu plus particulièrement son dialogue avec son fils Jean Sèvres, qui s'appelle Capital Exit ou Catastrophe, et que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est vrai que ça croise nombre de mes préoccupations, en particulier cette idée que la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui est d'abord et avant tout une crise anthropologique. Et il y a ce terme, d'ailleurs, dans le travail de Lucien Sèvres, de crise anthropologique, que je trouve extrêmement important. De la même manière, il dit que nous n'avons pas simplement une dette par rapport à la planète, mais qu'il y a aussi une dette anthropologique, c'est-à-dire une dette de sens. Et donc, il faut créer les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'échange et de rapportation permettant de répondre à ce besoin de sens, si vous voulez, que les humains ont, dès lors qu'ils sont, si j'ose dire, vivants, qu'ils sont sur la planète. Alors, j'ai trouvé, mais ça, Charles Sylvestre me l'avait un peu déjà dit, j'ai trouvé qu'il y avait chez Lucien Sèvres du Gramsci, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une domination des consciences, que cette domination des consciences, elle passe notamment par les dispositifs d'information, ce qui est un point extrêmement important, puisqu'il rappelle quand même dans ce livre de dialogue avec son fils que les chaînes publiques sont à 64% financées par nos impôts. Donc il dit, c'est quand même très curieux, que je finance une chaîne de télévision qui en même temps me fait hurler quand elle transmet des informations. Donc, il y a vraiment cette idée très forte d'une domination des consciences et de la nécessité de faire un travail de réformisme révolutionnaire. Alors ça aussi, c'est un point qui est très important. Charles l'a un petit peu évoqué, et Robert aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette idée chez Sèvres que nous, non seulement nous n'avons pas connu le communisme, parce que l'installation de la révolution, je dirais en Russie en 1917, n'était pas mature du point de vue de l'histoire pour permettre le développement du communisme. Il y a des choses passionnantes sur socialisme, écosocialisme, communisme. C'est vraiment une somme de travail considérable, comme ça a déjà été dit par Robert et Charles. Et il y a donc cette idée, et là en référence à Jaurès que bien sûr j'ai lu grâce notamment à l'accompagnement de Charles Sylvestre, il y a cette idée qu'il faut vraiment abandonner l'idée d'une révolution telle que ça figurait dans les images d'Épinal de l'histoire du XIXe ou du XXe siècle. Il faut passer à autre chose qui soit du côté justement d'un réformisme révolutionnaire, et il insiste beaucoup sur ce mot.
Euh, Alors, je voudrais qu'on énormément. revienne sur ce mot, justement, réformisme révolutionnaire. Charles Sylvestre, aidez-moi, je ne comprends pas. On est réformiste ou on est révolutionnaire, comment peut-on être les deux? Ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Scott, qui est un historien, qui a réglé son compte à cette histoire qui traîne depuis un siècle et un peu plus, où on oppose toujours la réforme et la révolution. Bon. Et il y a une phrase de Jaurès au congrès d'unité de Toulouse en 1908 qui dit « Le Parti socialiste est un parti de révolution, et c'est parce qu'il est un parti de révolution qu'il est le plus essentiellement réformateur. » Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est précisément parce qu'il veut révolutionner la société qu'il est capable à un moment donné d'animer les réformes à venir. Il ne les invente pas tout seul, elles viennent de la société, mais il les met jusqu'à son terme. Voilà. Ça, je pense que c'est un truc capital. Sinon, on ne m'expliquera jamais pourquoi, dans le Front populaire ou à la Libération, et dans beaucoup d'événements, les révolutionnaires, pour parler vite comme ça, ont été souvent pas les seuls réformateurs, mais l'aile marchande de la réforme. Pour le Front populaire, c'est absolument évident. Voilà. Donc je pense que cette histoire d'opposer les deux, c'est d'actualité d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas tout faire durer trop longtemps mon petite intervention, mais vous savez que de la part du gouvernement en cours et de certains syndicats, ils n'arrêtent pas de dire que les vrais syndicats, ce sont les syndicats réformistes. Sous-entendu, les révolutionnaires, suivez mon regard, ils comptent pour du beurre. Voilà, ça. Et donc ça, c'est terrible, parce que ça a coupé. Or, toute l'histoire, moi, c'est ce que je soutiens depuis longtemps, c'est qu'il faut à la fois des révolutionnaires et des réformistes ou réformateurs, comme on veut, pour arriver à faire avancer l'histoire. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. S'il fallait, Charles Sylvestre, conseiller un livre pour aborder l'œuvre de Lucien Sève, quel serait en quelque sorte votre livre de chevet, celui qui permettrait d'entrer dans l'œuvre de Lucien Sève? Elle est trop vaste, peut-être, cette œuvre, c'est ça? De façon un peu, disons, un peu brutale. Mais c'est ce que je pense. Hein. Je pense que son dernier livre, pensé avec Karl Marx, tome 4, Le communisme, point d'interrogation, mais c'est indissociable du précédent dont il faut parler avec Roland Gori. Là. Oui, Ça Roland Gori, s'appelle Capital avez-vous Exit ou Catastrophe. Hein. Vous Voilà, avez bien c'est un l'idée. livre d'entretien avec son fils. Si on ne fout pas dehors le capital, ça va être la catastrophe. Il n'y a qu'à regarder le paysage actuel. Hein. Des catastrophes, il y a tout ce qu'il veut. Mais ça, je pense que Roland, là, il est armé pour parler de ça avec son fameux livre Et si l'effondrement avait déjà eu lieu. Alors oui, Roland Gori, quel lien vous avez pu faire? Ça tombe bien parce que votre livre, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Quel lien avez-vous pu faire entre votre travail et celui de Lucien Sève, notamment dans ce livre d'entretien avec son fils que vous avez évoqué? Le point commun, c'est cette idée que les discours de l'effondrement, ce sera la collapsologie, bien les discours écologiques, ne sont que finalement des discours qui étudient les symptômes, mais pas la cause de la maladie. La cause de la maladie, profondément, c'est d'ailleurs ce que Lucien Sève appelle la pollution de nos esprits, de nos consciences, la pollution de nos travail, la pollution de nos conditions de vie par une logique productiviste, par une logique de rentabilité à court terme, qui finalement ne tient pas compte de la dignité de l'humain. Et je crois qu'il y a un souci, je voudrais dire, c'est qu'il y a vraiment un souci éthique chez Lucien Sève. Je crois que c'est un point important parce qu'il a siégé au Comité consultatif national d'éthique pendant 17 ans. Il a défendu notamment cette idée de la dignité des personnes potentielles. Et donc, je crois que ce souci éthique fait qu'il dépasse même d'une certaine manière la dimension politique dans son réformisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il se soucie de la dignité de l'homme. Il rappelle d'ailleurs qu'un premier journal avait été lancé en 1841, il s'appelait l'Humanitaire. Avant l'Humanité terrestre, il y a eu en 1841 l'Humanitaire. Je crois que ce souci éthique, l'exigence éthique, elle est massive. J'ai essayé de montrer, si vous voulez, que l'effondrement que nous voyons au niveau de la planète, au niveau de la nature, avec la réduction, comme vous le savez, des espèces, avec la réduction des ressources, n'était finalement
que la matérialisation d'un effondrement de nos capacités de penser, de nos capacités d'agir, c'est-à-dire finalement de la fonction symbolique qui nous permet aujourd'hui de penser le monde et de vivre avec les autres. Merci Roland. Et justement, Robert Guédiguian, ce terme d'effondrement et cette réalité d'un effondrement possible et prochain, est-ce que c'est quelque chose qui traverse aussi vos réflexions et qui se traduit déjà ou va se traduire dans vos œuvres futures? Heureusement, pas toujours, mais mon dernier film, qui s'appelle toujours, qui passe sur Canal en ce moment, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelait Gloria Mundi, donc, qui s'appelle Gloria Mundi, était un film où effectivement, un film assez dur, assez noir, où effectivement l'ensemble des personnages, c'était l'idée de départ, tous les personnages, je disais, étaient des esclaves qui avaient adhéré au discours du maître. C'est-à-dire qu'ils avaient tous abandonné. Il s'agissait d'ailleurs dans le film justement de continuer à les montrer comme étant des victimes en fait d'une société et non pas comme des personnages, comme des méchants, quoi, dans le personnage. Mais tu vois, c'était plus la société qu'il convient de juger, qui produit des personnages comme ça, que les personnages eux-mêmes. Mais le film m'avait un peu choqué, parce qu'en général, j'ai fait des films un peu plus encourageants. Celui-là l'était un peu moins, mais enfin, je l'ai fait. On en parlait avec Roland aussi au téléphone, qui lui-même m'a dit ça. J'étais un peu secoué par le dernier film. D'habitude, il y a plus de chaleur, de solidarité, etc. Mais effectivement, on était d'accord, parce que je lui disais il fallait que je crie ça, voilà. Parce que, comme un avertissement, comme un cri de colère, en fait, voilà. Donc il fallait, y compris, déconcerter les gens qui vont voir mes films d'habitude, en leur montrant que parfois, il faut aussi savoir être tranchant, quoi. Je vous demande tout de suite, et quel est votre prochain film en préparation? Le prochain film, c'est très, là aussi déconcertant, ça se passe au moment des indépendances de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça se passe à Bamako et dans certains villages du Mali, un petit peu plus vers le nord du Mali. Et c'est là cette tentative, effectivement, de création de socialisme, dans l'indépendance, d'un socialisme panafricain, hein, je dirais, qui était par un dirigeant qui s'appelait Modibo Keïta, qui était très, très réévalué aujourd'hui et qui a tenu de 60 à 68. Évidemment, à l'intérieur de ça, c'est une histoire d'amour. Et on danse beaucoup, en fait, puisque c'était la fête révolutionnaire, parce que tu disais tout à l'heure que c'est vrai, Serve disait qu'il n'y a quasiment pas eu de communisme, mais il y a toujours eu des moments communistes, c'est-à-dire il y a toujours eu des débuts communistes, même quand il parle de la tentative yougoslave, quand il parle de Cuba, ou même du début de l'Union soviétique, il y a un moment comme ça communiste, et je décris ce moment communiste-là. Eh ben, c'était une très belle conclusion de décrire un moment communiste. Pour appréhender le communisme, et peut-être qu'on peut bien sûr lire ou relire Lucien Sèvres. En tout cas, j'espère qu'on a donné envie aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles Sylvestre, parce que vous êtes à l'initiative de cette rencontre. Permettez-moi, parce que quand même là, pour un sujet pareil à deux, on a l'idée déjà, et les Amis de l'Humanité sont très intéressés par ça, de faire une rencontre plus complète, plus ample à Marseille au printemps. Et voilà, on visera rendez-vous est pris. Parce qu'on pense que ça vaut la peine. Et là, on a de quoi faire. Voilà. Merci. Merci. Merci Charles, merci Robert Guédiguian, merci Roland Gori, voilà, qui vient de faire paraître ce livre. Donc, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, il nous reste ensuite à remercier, peut-être, je pense quand même, à aussi applaudir tous ceux qui étaient là autour de ce débat. Je pense que voilà, chacun peut applaudir parce que c'était quand même une rencontre assez exceptionnelle. Applaudir aussi Roland Gori qui était en ligne avec nous. Maintenant, place à un autre débat. Quelle reconstruction rouge et verte? Il y a des guillemets à rouge et verte, mais c'est un débat qui se propose de redéfinir un modèle de société pour que le monde d'après ne soit pas tout à fait celui d'avant. Un débat à suivre avec Pauline Boyer, qui est la porte-parole d'Alternativa, Aurélie Trouvé, qui est la porte-parole d'Attaque, Jean-François Julliard, qui dirige Greenpeace France, et Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT. Un débat donc à suivre tout de suite sur ce plateau.